Bonjour à tous et merci d'être venus. Avant de commencer la réunion, je voudrais vous présenter la tribune. Pour vous tout à gauche, Michel Woodbury, il est technicien et militant communiste trotskiste depuis 20 ans. À sa gauche, Beniamino Siriani, il est ouvrier. Après une restructuration chez Boel en 1997, il a enchaîné pendant plusieurs années des contrats intérimaires dans diverses branches de l'industrie, sans perdre ses convictions communistes. Il est aujourd'hui ouvrier dans un établissement public. Ensuite, Isabelle de Strument, qui conduit notre liste. Elle est enseignante et a commencé à militer lors du mouvement étudiant en 1995. Et moi-même, Marilyn de Wind, je suis ouvrière en titre-service et je connais Lutte ouvrière depuis quelques années maintenant. C'est la première fois que Lutte ouvrière se présente aux élections. Bien sûr, beaucoup nous diront que cela ne sert à rien, que nous n'aurons pas beaucoup de voix et que nous ne pouvons même pas nous présenter partout. Certes, mais le programme et les idées que nous défendons, les idées du mouvement ouvrier communiste et révolutionnaire, nous sommes seuls à les porter dans les élections. Les élections ne changent pas la vie, mais elles sont une rare occasion pour les travailleurs d'exprimer leur avis. En votant Lutte ouvrière, les travailleurs peuvent signifier par leur bulletin de vote qu'ils ne veulent plus faire de sacrifices pour permettre aux riches de s'enrichir encore plus. Et qu'ils ne veulent plus faire de sacrifices pour sauver ce système capitaliste qui ne veut pas être sauvé. Voter pour Lutte ouvrière permet aux travailleurs d'affirmer que pour se défendre, ils sont conscients de ne pas pouvoir compter sur les politiciens, ni sur les dirigeants syndicaux, mais seulement sur leur propre force. Oui, cette voix de la colère consciente de la classe ouvrière sera très minoritaire. Il a contre lui tout le poids des décennies de défaites, de trahison et de résignation. Mais nous sommes fiers de permettre par notre candidature à ce courant, aussi réduit qu'il soit pour l'instant, de s'exprimer. Alors, pour vous présenter notre programme et notre démarche, je passe la parole à ma camarade Isabelle. Notre campagne ne commence pas aujourd'hui. Nous nous étions donné 3 mois pour chercher les 500 signatures de parrainage nécessaires. Et ce n'est pas 500, mais 800 signatures que nous avons récoltées. Oui, nous avons eu un bon accueil. Chaque signature a été le fruit d'une discussion entre travailleurs, avec ou sans emploi, en activité, pensionnés ou jeunes encore en formation. Et pour une fois, c'étaient nos propres intérêts de travailleurs qui étaient au centre des discussions. C'était aussi de nombreux témoignages des difficultés, des fins de mois qui commencent le 10, de la difficulté de trouver un travail, de la peur de le perdre, du harcèlement dont sont victimes les chômeurs, et aussi de la colère contre le PS au gouvernement et contre les directions syndicales. Il est devenu rare de rencontrer des travailleurs qui ne sont pas touchés de près ou de loin par des licenciements, des plans d'économie dans l'entreprise, des restructurations, et qui n'est pas touché par le chômage. Même quand on a encore un travail, on subit le chômage, car c'est le chômage qui permet au patron ce chantage permanent. Tu acceptes ce que je demande ou j'embauche quelqu'un d'autre qui acceptera de travailler moins cher. La situation des travailleurs n'a jamais été rose. Elle s'est encore considérablement aggravée ces dernières années. Ce n'est donc pas étonnant que les promesses d'emploi des dirigeants politiques à l'approche des élections suscitent une impression plutôt amère chez les travailleurs. Si les ministres voulaient ou pouvaient imposer aux entreprises de créer des emplois, pourquoi n'ont-ils pas réalisé leurs promesses quand ils étaient au gouvernement? Au contraire, pendant qu'ils étaient au gouvernement, ils ont laissé les entreprises supprimer des milliers d'emplois. Il y a eu Caterpillar, AG Roux, Saint-Gobain, ArcelorMittal, Ford Genk, le secteur bancaire. Et en ce moment même, pendant que tous les ex-futurs ministres qui sont à la chasse aux voix des travailleurs n'ont que le mot emploi à la bouche, le groupe Holcim licencie 48 travailleurs à Aubourg. Les 152 travailleurs restants vont se retrouver à faire le même travail avec un quart des travailleurs en moins. Et ce ne sont pourtant pas des entreprises en difficulté. ArcelorMittal fait des milliards de profits pour lesquels cette entreprise ne paye que quelques centaines d'euros d'impôts en Belgique. Caterpillar
a augmenté les dividendes de ses actionnaires de 67% depuis 2008, pendant que les travailleurs subissaient le chômage économique et le chômage tout court maintenant. Et pendant que le plan win-win du gouvernement en affaires courantes permettait à l'entreprise de réembaucher des CDD licenciés, mais en se faisant payer 80% des salaires par les caisses de chômage. Les actionnaires de Caterpillar ont gagné doublement. Quant au groupe Holcim, en 2013, il avait augmenté son bénéfice de 60% pour réaliser un bénéfice de 1,3 milliard d'euros. Et s'il annonce aujourd'hui une baisse de son bénéfice, c'est pour faire quand même 65 millions d'euros de bénéfices sur les 3 premiers mois de cette année. Alors, pourquoi ce serait aux travailleurs de sacrifier leur salaire et pas à eux de sacrifier une partie de leur profit ? Et que dire des banques ? D'après la presse, rien que chez ING, Belfius et BNP Paribas, plus de 4000 suppressions d'emplois sont annoncées en ce moment, qui s'ajoutent aux milliers d'autres supprimés ces dernières années. Ce sont ces mêmes banques, pour le sauvetage desquelles l'État s'est endetté jusqu'au cou. Mais ce ne sont pas les banques qui remboursent la dette, c'est l'État. C'est pour combler le déficit de l'État que le gouvernement Di Rupo a décidé des économies à hauteur de plus de 22 milliards d'euros. Et le fardeau de ces économies s'abat sur la population laborieuse à travers tous les niveaux de l'État, jusque dans les communes. Peut-être pas la commune de Knokke-Heist qui construit un nouveau terrain de golf, mais bien d'autres communes connaissent de graves difficultés financières après avoir perdu leur mise dans la débâcle de Dexia. Et ces communes-là ont commencé à supprimer des emplois, des postes d'aide familiale ou de gardienne par exemple, moins de personnel dans les homes pour personnes âgées, réduction des équipes de cantonniers, des emplois pourtant bien utiles à la population ouvrière. La CED, le pendant flamand de la CGSP, estime que le nombre de licenciements déjà effectués dans les communes de la région flamande s'élève à 2000 et il s'attend à ce qu'au moins 3500 s'y rajoutent. Cette catastrophe économique que nous vivons a pour seule raison l'enrichissement de quelques grandes fortunes. Les milliardaires sont devenus de plus en plus riches et plus nombreux. Les grandes familles bourgeoises, actionnaires de Fortis, ont pu garder les fortunes amassées pendant les années fastes où Fortis jouait et gagnait au casino boursier. Ce ne sont pas les riches, c'est nous qui remboursons cette dette qui a été creusée pour leur sauver la mise. Mais de quoi discutent les politiciens, les experts dans les médias, tous ceux qu'on entend habituellement à la télé dans les journaux? Du coût du travail. Ils discutent des charges salariales qui feraient fuir les patrons, des salaires qui seraient trop élevés par rapport aux pays voisins. Nous aurions un handicap salarial. Ils discutent de l'économie belge qui sombrerait parce que les travailleurs seraient trop facilement absents pour maladie, que les travailleurs ne seraient pas assez flexibles. On arrêterait trop tôt de travailler, il faudrait se faire à l'idée de travailler jusqu'à 62 ans minimum. Sans nous dire cependant comment trouver un emploi à cet âge-là. Ils discutent qu'avoir une pension, une allocation de chômage, ce serait un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Il faut être compétitif. Mais jamais, ils ne discutent du coût du profit, de la charge des super riches qui pèsent de plus en plus lourd sur les épaules des travailleurs. Et c'est pourtant là que réside le vrai problème. Les riches deviennent de plus en plus riches, pendant que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Pourtant, l'aide aux très riches, c'était la politique de ceux qui nous font les promesses aujourd'hui. Du MR au PS, alors qu'ils s'attaquaient au niveau de vie des travailleurs, par le gel des salaires et les manipulations de l'index, par l'allongement des carrières, les économies drastiques dans les soins de santé, les coupes catastrophiques dans les allocations de chômage, pour, disent-ils, être compétitifs. En 2013, d'après les organisations syndicales, toutes les mesures décidées par les gouvernements successifs pour alléger ces soi-disant charges patronales ont représenté un manque à gagner pour la sécurité sociale de 11 milliards d'euros. Un montant qui aurait permis de payer un salaire annuel de 60 000 euros, charges comprises, à plus de 180 000 travailleurs. Mais ce pillage des caisses sociales aurait été nécessaire, soi-disant, pour être compétitif. Et ces 11 milliards n'étaient qu'un cadeau parmi beaucoup d'autres, comme les intérêts notionnels et toutes sortes de baisses d'impôts au profit des riches et des entreprises. Cadeaux sur lesquels les hommes politiques prétendent qu'on ne peut pas revenir parce qu'on ne serait alors plus compétitif. La compétitivité, c'est l'axe des politiciens qui s'étirent de droite à gauche
sans discontinuité. La droite, avec le MR ou la NVA, y va franco. Pour eux, pour être compétitif, il faut baisser les salaires, le coût du travail, comme ils disent. Le PS, qui doit bien se différencier de la droite, discute des chiffres. L'écart salarial à franchir pour devenir compétitif ne serait pas de 16% comme avancé par les patrons, mais de 5%. Mais l'évolution des salaires ne dépend pas de ces chiffres qui sont purement politiques. Elle dépend du rapport de force. De combien le patronat, avec l'aide du gouvernement sous la direction du PS, a-t-il pu déjà faire baisser nos salaires? En profitant du fait que les directions syndicales ont laissé les mains libres au Premier ministre, soi-disant de gauche. Oui, la compétitivité, c'est leur credo à tous. Mais la compétitivité, c'est quoi? C'est faire plus, avec moins de travailleurs à qui on en demande toujours plus. C'est un autre mot pour exploitation. Et même si un accroissement de la compétitivité ici amenait réellement un capitaliste à construire ses voitures en Belgique, où il paierait faire plus de profit que dans un autre pays, ce ne serait que partie remise. Car dans le pays voisin, pour être compétitif, les apôtres de la compétitivité s'acharneraient également à arracher de nouvelles concessions aux travailleurs. Et ainsi de suite. C'est une course dans une spirale vers le bas, vers plus d'exploitation, vers des salaires de misère. C'est cela, la politique, que défendent tous les partis du gouvernement et tous ceux qui voudraient y aller. Mais cette course à la compétitivité, à la soi-disant baisse du coût du travail, elle nous a menés où? À cette situation où les uns croupissent au chômage pendant que les autres se crèvent au travail, et où espérer simplement un CDI, ce qui était normal il y a 20 ans, est devenu au mieux une utopie, au pire le rêve de dangereux extrémistes. Alors, tous ceux qui nous parlent de compétitivité nous proposent en fait de nous laisser exploiter toujours plus. Mais il n'y a pas de raison d'accepter ça. Car non, ce ne sont pas les travailleurs qui coûtent, ce sont les profits capitalistes qui coûtent. Le capital ne crée rien tout seul, ce sont les travailleurs qui créent toutes les richesses. Ce sont les générations de travailleurs qui ont laissé leur santé dans la sidérurgie, qui sont à l'origine de la fortune de Mittal, de la famille Boel, d'Albert Frère et de bien d'autres grandes fortunes belges. Sans les ouvriers, les usines ne tournent pas et ne créent pas de richesse. Sans transporteurs, les pièces manqueraient et les marchandises n'atteindraient pas les clients. Sans les travailleurs d'Electrabel, les machines s'éteindraient dans les usines. Sans les travailleurs, aucun train, aucun bus ne roule pour acheminer les travailleurs vers leur lieu de travail. D'ailleurs, à chaque grève dans les transports publics, le patronat ne se gêne pas pour se plaindre des sommes astronomiques que la grève leur aurait fait perdre. Sans enseignants, les patrons ne trouveraient pas de main-d'œuvre suffisamment qualifiée. Sans le personnel des hôpitaux, il n'y aurait personne pour soigner les travailleurs. Sans l'armée de femmes et d'hommes qui nettoient dans les usines, les bureaux, les administrations, les rues et qui viennent chercher les poubelles, nous serions étouffés depuis longtemps dans les déchets. Tous les jours, dans les usines, on fabrique des choses bien sophistiquées comme des voitures, des bulldozers, de l'acier, sans que les actionnaires n'y mettent le pied. Oui, eux n'ont même pas besoin de savoir ce qu'on fabrique exactement dans les usines dont ils possèdent des parts de capitaux, ni comment. Alors oui, cette société est divisée en classes. D'un côté, ceux qui travaillent et créent les richesses et font fonctionner toute la société, la classe ouvrière. Et de l'autre, une minorité de riches qui possèdent les entreprises dont ils ont hérité, ce qui leur donne le pouvoir, non seulement de s'enrichir sur le travail des autres, mais aussi de décider ce qu'on produit ou ce qu'on ne produit pas. Et s'ils pensent que cela leur rapporte plus de fermer une usine ou de spéculer avec les profits, ils peuvent le décider également. Quant aux travailleurs, ils n'ont que leurs bras ou leur tête à vendre pour gagner un salaire. Et plus leur salaire baisse, plus les profits augmentent. Face à la crise, les capitalistes sont déterminés à maintenir leurs profits, même si leurs ventes baissent. C'est en baissant les salaires, c'est en intensifiant le travail, c'est en faisant faire le même travail par moins de travailleurs qui doivent travailler plus qu'ils y arrivent. Pour y parvenir, ils n'ont pas d'autre choix que de pousser les travailleurs toujours plus loin dans la misère, pour s'accaparer une part toujours plus grande de la somme des richesses créées par le travail salarié. C'est cela la lutte de classe. C'est leur profit ou nos salaires. Et en ce temps de crise, cela devient même une véritable guerre de classe que la classe capitaliste mène à la classe laborieuse
pour sauvegarder ses profits. Une guerre de classe qui ne s'arrêtera pas après les élections. Car si l'équipe gouvernementale va peut-être changer, les actionnaires des entreprises et leur conseil d'administration n'auront pas changé avec les élections. Ils auront toujours le pouvoir d'ôter leur salaire à des travailleurs pour mieux s'enrichir et ils ne vont pas s'en priver. Les conseils d'administration ne doivent aucun compte aux travailleurs ni aux électeurs. Ils ne doivent des comptes qu'aux plus grands actionnaires, eux qui ne connaissent qu'un seul critère pour entériner ou pas leurs décisions. Est-ce que cela nous rapporte? Et s'ils pensent faire plus de profit en condamnant toute une région au chômage, c'est ce qu'ils font. Le rôle des politiciens au gouvernement se limitera à faire payer les classes laborieuses à leur place et à nous prêcher la résignation. Alors oui, face à cette dictature du capital, face à la voix patronale qui soigne de tous les pores de la société, face à la résignation que nous prêchent les ministres, les médias, les experts, les chefs d'entreprise et même les dirigeants syndicaux, nous voulons faire entendre le camp des travailleurs. Et pour détailler notre programme, je passe la parole à mon camarade Ben. Pour que chacun puisse avoir un travail et surtout un salaire, il faut interdire les licenciements. Il faut qu'on prenne sur les profits présents, passés, sur les fortunes des actionnaires pour maintenir tous les emplois et les salaires. Dans la crise, les entreprises vendent moins. Certaines font même faillite, c'est sûr. Mais même dans le pire moment de la crise, on produit toujours des choses, sinon la société meurt. Alors, il faut répartir le travail qui reste entre tous, sans diminution de salaire. Et pour que les salaires et les pensions permettent de vivre, il faut les augmenter, et pas qu'un peu. Et pour que les salaires et les pensions ne soient plus réduites par l'inflation, ils doivent réellement suivre la hausse des prix. L'indexation des salaires ne doit plus être l'affaire d'un comité secret qui négocie des manipulations de l'index à la vue des regards des travailleurs. Ce sont les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes qui sont le mieux placés pour savoir quelles dépenses pèsent le plus sur le budget et combien ça coûte de remplir un caddie. Les capitalistes nous répondront qu'ils n'ont pas d'argent, mais qu'ils montent les comptes. On verra que dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. Il faut lever le secret des affaires et le secret bancaire, et rendre public tous les comptes, et tout ce qui se discute et se décide dans les conseils d'administration. Et que tout le monde puisse voir où l'argent va. Et pour empêcher les banquiers de risquer le bien commun au casino boursier, il faut exproprier les banques et les réunir en une grande banque publique soumise au contrôle des travailleurs. On nous dira que c'est utopique. C'est sûr, penser qu'un prochain Parlement pourrait tranquillement voter ces lois, c'est utopique. Non seulement les députés sont très loin de vouloir voter de telles lois, mais même s'ils le voulaient, ce ne sont pas les élus du Parlement, ni les ministres qui ont le pouvoir d'imposer quoi que ce soit aux capitalistes. Ce programme que nous défendons n'est pas un programme électoral, c'est un programme de lutte. Car c'est dans la rue, par la grève, par leur lutte, que les travailleurs ont la force de changer leur sort. C'est par les luttes, ou parce que la classe capitaliste craignait de telles luttes, que les travailleurs ont pu arracher des concessions dans le passé. Ils ont pu imposer l'interdiction du travail des enfants, la journée de 8 heures et même le droit de vote. Par leur lutte, ils imposeront l'interdiction des licenciements. C'est vrai, aujourd'hui ce sont les capitalistes les plus forts. C'est eux qui imposent leur programme. Et c'est l'ouvrier qui se résigne de perdre 20% de son salaire pour ne pas perdre son travail. Mais la colère éclatera, car il est impossible de continuer comme ça. Quand un jeune sur 3 reste sur le carreau, pendant que leurs parents, s'ils ont encore un travail, doivent travailler toujours plus pour arriver à payer les factures, cela ne pourra plus durer éternellement. Mais quand les travailleurs se révolteront et que la révolte se généralise,
c'est là que le pouvoir des capitalistes et de leur gouvernement est déstabilisé et qu'ils commencent à avoir peur. C'est dans ces moments-là qu'on peut imposer ces revendications qui sont la condition de notre survie. Là, ce ne seront pas les patrons qui seront les plus forts. Ce sera nous, les travailleurs, qui serons les plus forts. Et ce sera à notre tour d'imposer nos exigences. Et ce sera au tour des patrons d'être bien heureux de ne perdre que 50% de leur profit en essayant de garder le reste. À condition d'y être préparé, d'avoir un programme, d'avoir réfléchi avant. Sinon, en effet, ce sera comme lors de la grève de 60-61. Le pays a été paralysé pendant plusieurs semaines par la grève. Mais ce ne sont pas les revendications des travailleurs qui l'ont emporté. D'autres ont pu mettre en avant un programme, notamment les nationalistes wallons représentés à la tête de la FJTB avec André Renard. Ils se sont servis de la grève pour réclamer plus d'autonomie à la Wallonie et amorcer la scission du pays. Ces objectifs n'avaient rien à voir avec les intérêts des travailleurs. Au contraire, ils ont servi à les diviser. Les seuls qui y ont gagné, ce sont les capitalistes, comme Albert Frère. Ou ce sera comme en 68 en France, où face à la grève qui mobilisa 10 millions de travailleurs, les patrons se sont empressés de céder une augmentation de salaire minimum de 30%, mais que les travailleurs ont reperdu en 3 ans, car l'inflation était de 10% par an. Dans les négociations, les dirigeants des appareils syndicaux avaient soi-disant oublié les revendications de l'indexation des salaires sur le prix. Alors oui, il faut que suffisamment de travailleurs aient en tête que ce moment-là ne suffit pas d'arracher quelques concessions salariales, même importantes, mais que c'est le moment d'imposer d'autres règles aux capitalistes qui permettent aux travailleurs de faire un pas en avant important dans l'amélioration durable de leur niveau de vie, la diminution durable de leur exploitation et aussi le début d'un contrôle sur l'économie pour pouvoir un jour se débarrasser complètement du pouvoir capitaliste. Et dans ces moments de lutte de classe intense, on pourra mesurer à ces revendications fondamentales ce que valent tous ceux qui prétendent parler au nom des travailleurs. Car ils seront nombreux, les dirigeants syndicaux et les démagogues de tous bords, qui nous diront « Vous vous êtes bien battus maintenant, rentrez chez vous », pour qu'ensuite tout reste comme avant. Mais si nous avons en tête qu'il ne faut plus croire les capitalistes sur parole, ni qui que ce soit qui prétend parler au nom des travailleurs, qu'il faut contrôler tout ce qu'ils prétendent, là, nous pouvons réellement changer les choses. Si les travailleurs s'organisent avec cette conscience, ils peuvent alors s'inviter à toutes ces réunions où les patrons et les dirigeants de l'État décident le sale coup, là où ils ont l'habitude d'être entre eux, loin des caméras qui n'arrivent que pour le communiqué de presse officiel. Alors, plus personne ne pourra mentir aux travailleurs. Et regardez, aujourd'hui, même un juge doit se contenter des informations qu'un propriétaire d'entreprise soupçonné de fraude veut bien lui fournir. Il n'a aucun moyen de contrôle, car son pouvoir s'arrête à la porte de l'entreprise, protégé par le secret des affaires. Mais les travailleurs, eux, peuvent tout contrôler, car ils sont partout, dans les usines, dans les bureaux, les services publics. Et il y en a même dans la chambre à coucher des millionnaires, car ces gens-là ne font même pas leur lit eux-mêmes. Oui, les capitalistes dépendent de toute une armée de travailleurs, des travailleurs qui voient tout, les matières premières qui rentrent dans une usine et les produits finis qui en sortent. La viande de cheval qu'on utilise à la place de la viande de bœuf, plus chère. Dans les bureaux, des employés entrent des factures à payer dans les ordinateurs et font des virements, des sommes qui sont versées sans facture. Et même les minutes d'une réunion de conseil d'administration sont en fin de compte tapées par une secrétaire. En mettant toutes ces informations partielles en commun, les travailleurs peuvent tout savoir et tout contrôler et imposer des règles à la société qui garantissent que chacun puisse vivre de son travail.
Et cela n'est pas une utopie. C'est le seul moyen de stopper la catastrophe sociale, le seul avenir possible pour les travailleurs et toute l'humanité. Et il est entre les mains des travailleurs, la classe sociale qui n'exploite personne et enrichit toute la société. Et ici, je passe la parole à mon camarade Michel. Oui, notre programme n'est donc pas un programme pour sauver la Belgique ou sa place dans l'économie mondiale. Ce n'est pas un programme pour avoir une meilleure note par les agences Moody's ou Standard & Poor's qui vous certifient que tout va bien pour les riches. C'est un programme qui dit aux travailleurs qu'ils n'ont pas à sacrifier pour sauver un système qui ne peut pas être sauvé. Ce système capitaliste qui fait faillite devant nos yeux. Ce que dit notre programme, c'est que les travailleurs doivent se préparer à se sauver eux-mêmes, à sauver leurs emplois et leurs salaires, c'est-à-dire la seule chose qu'ils possèdent dans cette société. Notre programme ne s'adresse donc pas aux Belges, aux Wallons ou aux Européens, car dans les Belges, les Wallons, les Européens ou tout ce que vous voulez, il y a d'un côté ceux qui n'ont que leur salaire, ou bien leur pension, leurs allocations pour vivre, et de l'autre, ceux qui exploitent les travailleurs pour s'enrichir. Par exemple, le Wallon, qui s'appelle peut-être Luigi ou Van Brabant ou Alaoui, et qui perd son travail, qu'est-ce qu'il a en commun avec le Wallon Albert Frère, qui lui a augmenté sa fortune d'1,3 milliard en 2012 et qui possède désormais près de 5 milliards, et ça malgré la crise. En réalité, les travailleurs wallons ont bien plus d'intérêts en commun avec les ouvriers du Bangladesh qui luttent pour s'organiser en syndicats, ou bien avec les 300 000 mineurs de l'Afrique du Sud qui, dans les mines d'or ou de platine, ont fait grève en 2013 en devant du reste affronter une répression très dure pour exiger des salaires de 1 300 €. Ou encore avec ces ouvriers de l'automobile aux États-Unis qui ont tenté en 2012 d'imposer des élections libres dans leurs syndicats. Les travailleurs, qu'ils soient wallons ou flamands, ont bien plus en commun avec les travailleurs bulgares ou portugais, exploités sur les chantiers de projets de prestige comme la nouvelle gare de Mons, où ils sont logés dans des containers. On pourrait d'ailleurs aussi parler de ces réfugiés qui sont contraints de quitter leur pays parce qu'on y meurt de faim. Vous savez, il n'est pas si loin le temps où c'était les travailleurs belges qui devaient quitter leur campagne parce qu'on y crevait de faim. Et ils quittaient ces campagnes pour aller chercher une vie meilleure aux États-Unis ou ailleurs, et ils s'y mélangeaient aux Italiens, aux Irlandais, aux Allemands, aux Noirs américains, du reste, dont les parents avaient été déportés comme esclaves. Comme vous voyez, ceux qui ont construit la première puissance capitaliste mondiale, ce sont les travailleurs immigrés, dont nos propres parents. Notre programme s'adresse donc à tous les travailleurs, ceux d'ici et ceux d'ailleurs, à cette classe mondiale qui avait déjà adopté au XIXe siècle cette devise de Karl Marx, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». L'interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous, le contrôle des comptes des grandes entreprises, c'est un programme pour tous les travailleurs, qu'on soit wallons, flamands, immigrés ou encore travailleurs détachés. Beaucoup des travailleurs auxquels nous nous adressons et avec lesquels nous avons pu avoir des discussions intéressantes ces dernières semaines ne pourront pas voter pour ce programme des travailleurs. Ils vivent pourtant en Belgique, parfois presque depuis toute leur vie. Ils y payent leurs impôts, ils y travaillent, ils enrichissent les mêmes capitalistes que nous, mais ils n'ont pas le droit de vote. Et donc ces travailleurs, ils n'ont pas non plus signé pour nous permettre de nous présenter dans ces élections. C'est pourquoi nous leur avons proposé de signer une liste non officielle à ces travailleurs qui n'avaient pas le droit de vote, mais qui avaient quand même envie de nous soutenir, et une 50aine d'entre eux ont signé, en plus de toutes les signatures que nous avons reçues ailleurs. Alors pour le gouvernement, pour cet État qui est au service des riches, ces soutiens ne comptent pas, mais pour la classe ouvrière, ils sont précieux. La bourgeoisie fait tout pour diviser les travailleurs, entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, entre les employés et les ouvriers, entre les CDI, les CDD, les intérimaires, les sous-traitants. Mais la nationalité, c'est encore un moyen de nous diviser. Refuser le droit de vote à toute une fraction des travailleurs, sous prétexte de leur nationalité, comme les députés bourgeois l'avaient d'ailleurs refusé aux femmes dans le passé, c'est encore un moyen pour la bourgeoisie de restreindre le poids de la classe ouvrière dans les élections. Mais si toute une partie des travailleurs est aujourd'hui exclue de ce système, qui n'est démocratique que pour les riches,
ces travailleurs-là, ils auront toute leur place dans les luttes de demain. Car c'est tous ensemble, grâce à leur poids collectif, que les travailleurs pourront imposer des mesures, même aussi limitées que l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous. Et puis, quand la classe ouvrière lèvera la tête, cela ne se limitera pas à un seul pays. Ainsi, aujourd'hui même, les travailleurs en Belgique sont bien mieux informés de ce que vivent les travailleurs en Italie, en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Grèce ou en Pologne, que bien des journalistes ou des hommes politiques. Car les travailleurs ont des informations de première main, par la famille ou encore par les collègues, sur les chantiers ou dans les usines. On entrevoit par là que les luttes de demain, c'est une évidence, ne s'arrêteront pas aux frontières, à ces limites artificielles que la classe bourgeoise s'acharne à nous imposer, alors que c'est elle-même qui nous mélange pour les besoins de ses profits. Karl Marx écrivait dans le Manifeste communiste que la classe capitaliste a créé ses propres fossoyeurs, le prolétariat. Il disait cela en 1847, à un moment où le capitalisme faisait seulement ses premiers pas, où on ne pouvait parler de classe ouvrière proprement dit qu'en Angleterre. Et il n'était pas question à cette époque de ces usines géantes en Chine où plusieurs centaines de milliers d'ouvriers peuvent se retrouver regroupés au sein d'une seule entreprise. Il n'existait pas non plus, à cette époque, d'industrie en Afrique, en Inde ou au Mexique, où les entreprises américaines et européennes exploitent des millions de travailleurs. Oui, la classe ouvrière, elle est puissante, et elle sera le fossoyeur du système capitaliste qui mène l'humanité à la catastrophe. Les travailleurs sont capables d'imposer d'autres règles à la société que celles du profit. Ils sont capables de créer une société où ceux qui produisent les richesses seront aussi ceux qui décident. C'est la condition pour que le progrès et tout l'appareil économique servent enfin l'intérêt de tous et non le profit de quelques-uns. Alors dans ces élections, comme dans toute notre activité militante, nous levons le drapeau de la classe ouvrière qui est en même temps le drapeau du changement de société. Un changement que la classe ouvrière est la seule à pouvoir mettre en œuvre, et ça c'est le drapeau du communisme. Alors voilà, voter lutte ouvrière, ce sera exprimer son opposition non seulement aux équipes gouvernementales, celles d'aujourd'hui et celles de demain, mais aussi à ce système capitaliste où le travail de tous est gaspillé pour n'enrichir que quelques-uns. Voter pour lutte ouvrière, ce sera s'opposer à la démagogie raciste et répressive qu'on voit pointer partout de façon inquiétante. C'est mettre en avant la perspective de l'unité des travailleurs contre la concurrence que les patrons font jouer entre nous pour baisser les salaires. Ce sera aider à faire connaître un programme et des idées qui représentent les intérêts des travailleurs et les aident à préparer les luttes indispensables de demain. Et ce sera affirmé face à la classe des oisifs qui osent dire que ce sont les travailleurs qui coûtent cher, qui traitent ceux qui ont perdu leurs emplois de fainéants et d'insistés. Eh bien ce sera leur dire notre fierté d'être des travailleurs, de faire partie de cette classe ouvrière qui n'exploite personne et qui enrichit tout le monde. Bref, ce sera dire qu'on n'est pas dupe et qu'on relève la tête, et c'est justement cela dont les travailleurs ont le plus besoin. Alors oui, j'espère que vous allez voter lutte ouvrière et convaincre autour de vous de faire pareil. Et maintenant, je vous cède la parole.